Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. On les voit jouer avec leurs enfants dans les parcs ou dans la salle d'attente du pédiatre avec leurs bébés. Ce sont les nouveaux pères, des hommes qui participent à la vie de la famille, faisant naître l'espoir d'un vrai partage des tâches entre les hommes et les femmes. Mais ces hommes sont loin d'être majoritaires dans les familles aujourd'hui et l'égalité n'est pas acquise. C'est ce que montre L'arnaque des nouveaux pères, une BD enquête des journalistes Stéphane Jourdain de France Inter et Guillaume Daudin de l'agence France Presse, avec le dessinateur Antoine Grimet. Ces trois jeunes pères ont enquêté en France et à l'étranger et en ont profité pour s'interroger sur leur propre rôle vis-à-vis de leurs enfants et de leurs compagnes. Et la conclusion est que la révolution est loin d'être achevée. Alors pour comprendre pourquoi on en est encore là et les solutions pour avancer, j'ai invité un des auteurs de l'enquête, mon collègue Guillaume Daudin, journaliste au service Enquête Police à l'AFP. Sur le fil. Et voilà, ça y est, on est arrivé. Tu sais, on va y aller pour nos parents. Imaginez ce même square parisien avec autant de mères que de pères en train de s'occuper de leurs enfants. Un monde où tous les hommes feraient tourner les machines à laver le linge sans qu'on leur demande et iraient chez le pédiatre sans en faire un événement. 7 ans après le début de la troisième vague féministe marquée par le mouvement MeToo, les jeunes pères prennent la parole, parmi lesquels Guillaume Daudin, journaliste à l'AFP, 37 ans, et père d'une fille de 5 ans. Les questions qui se posent dans ce livre, c'est les questions qu'on se pose tous les jours. Comment faire pour gérer la maison ? Comment faire pour passer du temps avec nos enfants, mais aussi réussir à s'investir professionnellement, voir ses amis, enfin faire plein d'autres choses. Et comment faire pour qu'il y ait un équilibre là-dedans et qu'on ne fasse pas tout ça au détriment de la mère des enfants, mais que ça soit bien équilibré. Ça, c'est le ressort personnel. Et puis, il y a un ressort plus collectif. C'est MeToo, c'est tous les débats de ces dernières années sur l'égalité homme-femme, qui serait en progrès peut-être, mais en tout cas toujours en chemin. Et il y a énormément de voix féminines qui ont pris la parole et c'est génial parce qu'elles nous ont appris plein de choses. Nous, avec Stéphane, on avait envie d'apporter notre contribution en essayant de faire un ouvrage un peu centré sur les pères, sur leurs progrès, leurs défaillances, leurs manquements, là où ils en sont aujourd'hui. Alors pour ça, les deux journalistes ont mené l'enquête. Auprès de sociologues, de chercheurs spécialistes de la paternité, ils ont passé au crible des études de l'INSEE et la conclusion est plutôt décevante. L'une de ces études montre que plus les hommes ont des enfants, moins ils consacrent de temps aux tâches domestiques. Évidemment, c'est l'inverse pour les femmes. Et selon l'INSEE, en 2011, les pères géraient 29% des activités parentales consacrées aux enfants, les femmes 71%. 30-70, c'est à peu près ce que vit Mathilde. Je dirais que la répartition est encore assez classique, c'est-à-dire que Cédric s'occupe des impôts, Cédric s'occupe de la voiture, Cédric s'occupe des petits travaux dans la maison, et Cédric s'occupe des crises, on va dire, un peu graves. Quand c'est important, c'est lui qui gère. Le quotidien, c'est moi. Mathilde a 40 ans, 2 filles de 9 et 6 ans et travaille comme directrice de production dans l'audiovisuel. Elle vit avec Cédric, son compagnon, en banlieue parisienne. Mais tout ce qui concerne globalement les enfants, tout ce qui concerne l'organisation, en fait, le plan de travail, c'est moi qui le mets en place et c'est moi qui dis à un moment donné, là-dessus, il faut que tu m'aides. Mais l'initiative ne vient jamais de sa part. On voit bien dans ces études que ce qui continue à prévaloir, c'est les hommes qui font les tâches les plus gratifiantes, ils s'y investissent plus. Donc toutes les tâches qui ont vraiment un lien direct avec l'enfant, lui donner à manger, jouer avec lui, l'emmener au parc, des tâches qui sont gratifiantes, qui créent du lien avec l'enfant et qui sont visibles socialement. Et les mères, elles restent très 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 dominantes sur les tâches ingrates. Étendre la lessive, préparer à manger les jours où il n'y a pas des invités, mais le soir quand tout le monde est fatigué, préparer les affaires du lendemain, penser à la crème solaire quand on part en vacances, voilà, des choses qui ont vraiment aucun intérêt, mais qui continuent à polluer leur quotidien. Résultat, la fameuse charge mentale, concept théorisé en 1984, pèse toujours sur les mamans. Les institutions, notamment les écoles, ont quand même tendance encore souvent à les appeler d'abord lorsqu'il y a un souci.
C'est la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'elles répondent d'abord? Est-ce que c'est parce qu'elles se sont inscrites en premier sur la fiche contact? Ou est-ce que c'est parce que les enseignants, les enseignantes se disent si je veux être efficace, je vais appeler la personne la plus à même de répondre, qui sera peut-être la mère? En effet, elles sont les premières concernées souvent et c'est un peu un cercle vicieux, évidemment. Parmi les institutions à faire évoluer, l'entreprise et le monde du travail sont pointés du doigt. Pour les auteurs de l'enquête et les spécialistes, l'un des leviers efficaces pour que les hommes s'impliquent beaucoup plus, c'est le congé de naissance pour les pères. Aujourd'hui, il est de 28 jours. On voit, notamment dans le modèle scandinave, mais ça se fait aussi ailleurs, qu'un congé paternité accru, avec une période, et c'est vraiment ça qui est important, où le père se retrouve seul avec l'enfant, ça le confronte à la réalité de ce que c'est un enfant. Du coup, il apprend énormément de ça et il crée des compétences fortes qui sont très utiles dans tout le reste de sa vie de père. Et par ailleurs, ça lui permet aussi de créer un lien affectif avec l'enfant beaucoup plus fort. À partir du moment où on a eu envie d'avoir un enfant, a priori, c'est quand même tout bénef, quoi, parce que on peut mieux le gérer, mieux le connaître et s'aimer un peu plus. D'accord, mais en attendant, vous vous demandez peut-être ce qu'on peut faire maintenant dans sa famille. Lister ce qui est à faire et répartir les tâches est assez efficace. Ce qu'on raconte aussi dans le livre, c'est que ce qui est bien, c'est de faire un constat aussi. Il y a plein d'écrivaines féministes qui ont travaillé sur le sujet, qui disent que la bonne méthode à employer, c'est de faire des listes, de faire une comptabilité vraiment pas très intéressante, mais qui en général est assez significative de ce que chacun fait, du temps qu'il y passe. Et souvent, très vite, on voit les inégalités dans le couple. On voit qui fait quoi. C'est un bon moyen pour les pères de se rendre compte qu'ils ont des choses à rattraper. Chez Cécile et Stéphane, 2 cadres sup à Paris d'une 40aine d'années et parents de 2 petits garçons, c'est la méthode employée. Une fois toutes les semaines, on fait un point tous les deux pour savoir. La règle, c'est qu'en fait, on essaye d'être dispo tous les deux, le matin et le soir, pour une récupération à 19h et pour déposer les enfants à 8h30. Il y a des fois où c'est pas possible, dans ces cas-là, l'autre s'organise. Mais en tout cas, le schéma de base, c'est on est là tous les deux, et si c'est pas le cas, on prévient l'autre qu'on a quelque chose et que donc du coup il faut s'organiser, commencer un peu plus tard le matin et le soir pour être là à 19h. Et le comportement des femmes dans tout ça? Moi, de mon côté, je pense qu'il faudra un peu accepter que les choses soient pas faites comme moi j'ai envie qu'elles soient faites. Et puis monsieur devra un peu se bouger, quoi. Prendre un peu les choses en main et y aller, quoi. Et pas juste se réfugier sur « ouais, mais je vais pas faire comme tu veux ». Les 2 auteurs ont rencontré de nombreuses féministes, des chercheuses, des autrices, des journalistes. Et leur conclusion est que les hommes et les femmes doivent bouger simultanément dans le couple, dans l'entreprise, la société dans son ensemble, pour rééquilibrer les choses. Et ce qui ressort, c'est des mécanismes qui peuvent exister parfois dans le couple hétéro. Les femmes se retrouvent avec un rare espace dans lequel elles sont un peu maîtres, c'est-à-dire le foyer, et que la mécanique humaine fait qu'elles veulent le préserver. Il y a aussi tout un tas d'injonctions qui pèsent sur elles et qui, du coup, les encouragent à se bagarrer pour tenir leur foyer le mieux possible, parce qu'elles sont sinon critiquées fortement là-dessus. On aboutit à la conclusion de ce chapitre qu'il y a une part évidemment énorme des hommes. Pourquoi les femmes ne lâchent pas du lest? Pourquoi les mères ne lâchent pas du lest? Souvent parce que les pères ne sont pas au niveau et ne se montrent pas en mesure de se voir confier toutes les tâches, parce que quand ils se font confier ces tâches, c'est mal fait. Donc là, on déploie toute une série de figures, de comportements masculins possibles, d'évitement. Merci de nous avoir écoutés. Pour aller plus loin dans votre réflexion, je vous invite à lire L'arnaque des nouveaux pères. Vous trouverez les références dans la description. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient lundi. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas, mettez-nous plein d'étoiles. À bientôt.